Il existe une situation étonnamment fréquente dans les relations de couple, mais dont on parle rarement de manière posée et structurée. Elle se manifeste souvent par une incompréhension silencieuse, parfois par une irritation diffuse, parfois par des disputes répétées autour de détails qui semblent anodins. D'un côté, une personne observe son partenaire évoluer avec assurance, autorité et efficacité dans le monde professionnel. Cette même personne le voit diriger, décider, prendre des initiatives, gérer des équipes, résoudre des problèmes complexes. De l'autre côté, une fois à la maison, ce partenaire semble soudainement se transformer, moins impliqué, moins décisionnaire, parfois passif, parfois fuyant, parfois étonnamment peu fiable sur des engagements simples du quotidien. Ce contraste déstabilise, agace et finit souvent par créer une forme de ressentiment. La question surgit alors, parfois à voix haute, parfois intérieurement, comment quelqu'un d'aussi compétent au travail peut-il sembler si absent ou si peu engagé à la maison ? Cette situation ne relève ni d'un manque d'intelligence, ni d'un défaut de caractère simple, ni d'une mauvaise foi systématique. Elle renvoie à quelque chose de plus profond, la manière dont les individus fonctionnent dans des environnements culturels radicalement différents. Travail et foyer ne sont pas seulement deux lieux distincts, ce sont deux univers psychologiques avec leurs règles implicites, leurs attentes, leurs récompenses et leurs contraintes. Comprendre cette différence est essentiel pour éviter de transformer une frustration légitime en conflit chronique. Dans le monde professionnel, les rôles sont généralement clairs. Les responsabilités sont définies, les tâches attribuées, les objectifs mesurables. Lorsqu'une personne occupe une position de leadership ou simplement une fonction valorisée, elle bénéficie souvent d'un cadre structurant. Elle peut déléguer, demander de l'aide, s'appuyer sur des procédures. Si une tâche ne lui convient pas, elle peut la confier à quelqu'un d'autre ou la négocier. Cette possibilité de délégation change profondément le rapport à l'effort et à l'engagement. À la maison, en revanche, beaucoup de tâches sont non négociables. Il n'y a pas d'équipe structurée pour nettoyer une salle de bain, gérer les enfants ou organiser la logistique quotidienne. C'est là que les tendances personnelles à l'évitement ou à la résistance apparaissent plus nettement, sans le filtre protecteur de l'organisation professionnelle. Un autre élément fondamental réside dans la manière dont les émotions sont contenues ou exprimées selon le contexte. Au travail, la plupart des individus apprennent à intérioriser leurs réactions émotionnelles. Une demande désagréable, une tâche frustrante ou une consigne perçue comme injuste sont souvent acceptées sans discussion excessive, car elles s'inscrivent dans un contrat implicite. On supporte certaines contraintes en échange d'un salaire, d'une reconnaissance ou d'une progression de carrière. À la maison, ce contrat n'existe pas de la même manière. Les émotions s'expriment plus librement, les résistances aussi. Ce qui est toléré au bureau peut devenir source de plainte ou de passivité dans l'espace intime, précisément parce que cet espace est perçu comme un lieu où l'on devrait pouvoir être soi-même sans masque. La question des récompenses joue également un rôle central. Dans le monde professionnel, les efforts sont généralement suivis d'une forme de retour. Reconnaissance, promotion, augmentation, statut, parfois simplement le sentiment d'être utile et valorisé. Ces récompenses, même différées, structurent le comportement. À la maison, beaucoup d'efforts sont invisibles. Faire sa part ne donne lieu à aucune promotion ni à aucune évaluation annuelle. Pour certaines personnes, cela crée un déséquilibre psychologique. Pourquoi s'investir autant si l'effort ne semble pas reconnu ? À l'inverse, le partenaire qui assume davantage peut considérer que l'engagement domestique va de soi sans nécessité de récompense particulière, ce qui alimente un malentendu profond. Il faut aussi tenir compte du fait que les relations intimes activent des zones de vulnérabilité émotionnelle bien plus sensibles que les relations professionnelles. Chacun possède des points de sensibilité hérités de son histoire personnelle. Pour certains,
Être dirigé ou recevoir des instructions touche directement à un sentiment de contrôle ou d'autonomie. Au travail, ces sensibilités sont souvent mises de côté au nom de la réussite ou de la stabilité financière. À la maison, elles ressurgissent. Une simple remarque peut être vécue comme une critique, une demande comme une tentative de domination. La réaction peut alors prendre la forme d'une opposition ouverte ou, plus fréquemment, d'une passivité qui devient une manière indirecte de reprendre du pouvoir. Les valeurs personnelles jouent également un rôle déterminant. Beaucoup de personnes ont intégré, consciemment ou non, des modèles familiaux qui influencent leur vision des rôles domestiques. Certains estiment que certaines tâches relèvent naturellement de l'un des partenaires. D'autres valorisent davantage l'apaisement relationnel que l'équité stricte. Ces croyances ne sont pas toujours verbalisées, mais elles orientent les comportements. Lorsqu'elles entrent en contradiction avec les attentes du partenaire, le conflit s'installe, souvent sans que les causes profondes soient clairement identifiées. Face à ce type de déséquilibre, la frustration peut s'accumuler pendant des années. L'un des partenaires se sent de plus en plus seul à porter la charge mentale et organisationnelle, tandis que l'autre a le sentiment d'être constamment critiqué ou jamais à la hauteur. Cette dynamique est particulièrement dangereuse car elle transforme progressivement la relation en un rapport parent-enfant plutôt qu'en un partenariat entre adultes. L'un réclame, rappelle, insiste, l'autre se ferme, se défend ou se retire. Plus cette dynamique s'installe, plus il devient difficile d'en sortir. La première étape pour désamorcer cette situation consiste à accepter de la nommer, sans accusation. Beaucoup de couples évitent cette conversation, soit par peur du conflit, soit par lassitude. Le problème, c'est que le silence ne fait que renforcer les interprétations négatives. Parler ne signifie pas se plaindre de manière explosive ou accumuler les reproches, mais exprimer clairement ce qui pose problème avant d'atteindre un point de rupture. Attendre trop longtemps conduit souvent à des réactions disproportionnées ou à un retrait émotionnel difficile à réparer. Un piège fréquent consiste à transformer la discussion en un débat sur qui travaille le plus ou qui en fait le plus. Ce type de confrontation est rarement productif. Chacun défend sa réalité, ses efforts, ses sacrifices, et la discussion dégénère rapidement en compétition. Ce qui se joue alors n'est plus la résolution du problème, mais la reconnaissance de sa propre souffrance. Sortir de ce piège implique de déplacer la conversation du terrain des faits détaillés vers celui des besoins fondamentaux. Une conversation réellement constructive suppose que les deux partenaires adoptent une posture adulte. Cela signifie exprimer ses besoins sans accusation et écouter ceux de l'autre sans se défendre immédiatement. L'un peut dire qu'il a besoin de se sentir soutenu et moins seul dans la gestion du quotidien. L'autre peut exprimer son besoin de ne pas se sentir constamment contrôlé ou dévalorisé. Ces besoins ne sont pas incompatibles, mais ils exigent d'être reconnus mutuellement pour qu'une solution puisse émerger. À partir de là, il devient possible de réfléchir à des compromis concrets. L'objectif n'est pas que l'un cède pour éviter le conflit, mais de construire une organisation qui soit viable pour les deux. Cela suppose de clarifier les engagements. Qu'est-ce qui sera fait par qui et dans quel délai? Les engagements vagues sont souvent une source majeure de frustration. Plus les attentes sont floues, plus les déceptions sont probables. À l'inverse, des accords précis permettent de réduire les malentendus et de responsabiliser chacun. Il est également essentiel d'introduire une logique d'ajustement. Aucun plan n'est parfait dès le départ. Tester une organisation pendant une période définie, puis faire un point pour ajuster ce qui ne fonctionne pas, permet d'éviter le sentiment d'échec. Cette démarche transforme le problème en un défi commun plutôt qu'en une lutte individuelle. La relation cesse d'être un champ de bataille pour devenir un espace de coopération. Un autre aspect souvent négligé concerne la reconnaissance. Même en l'absence de récompense formelle, la reconnaissance verbale joue un rôle crucial dans la motivation. Se sentir vu et apprécié pour ses efforts, même imparfaits, peut considérablement modifier l'engagement. À l'inverse, l'absence de reconnaissance alimente le désinvestissement. Il ne s'agit pas de flatter, mais de reconnaître sincèrement la contribution de l'autre.
Enfin, il est important de rappeler qu'aucun partenaire n'est tenu de fonctionner à la maison exactement comme au travail. Les compétences professionnelles ne se transposent pas mécaniquement dans l'espace intime. Attendre cela revient souvent à projeter des attentes irréalistes. L'enjeu n'est pas de transformer son partenaire en collègue ou en manager domestique, mais de trouver une manière de coopérer qui respecte les sensibilités et les limites de chacun. Comprendre ces mécanismes permet de sortir d'une lecture simpliste où l'un serait compétent et l'autre paresseux, ou l'un exigeant et l'autre défaillant. La réalité est plus nuancée. Il s'agit de deux personnes confrontées à des univers psychologiques différents, avec des attentes parfois incompatibles, mais pas irréconciliables. En prenant le temps d'analyser ces différences, en clarifiant les besoins et en construisant des solutions concrètes, il devient possible de rétablir un équilibre plus sain. Non pas en cherchant à gagner contre l'autre, mais en apprenant à fonctionner ensemble face aux défis du quotidien.